on va revoir cette interview, une partie de cette interview, et puis le soupçon politique, le soupçon de réquisitoire politique qui pèse évidemment sur le réquisitoire d'hier. Je vous propose de revoir un des premiers passages où vous interrogez M. Migaud et vous nous dites comment vous avez vécu ce moment, chère Sonia. Est-ce à la justice de trancher ce qui devrait être l'être dans les urnes? Vous savez que le garde des Sceaux n'a pas le droit de s'exprimer sur des affaires individuelles et à partir du moment où un procès est en cours. Donc je suis pratiquement le seul responsable politique à ne pas pouvoir commenter. Mais ça tombe bien parce que je ne pose pas la question sur le champ judiciaire mais politique, puisque l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé... Vous avez un lien, bien évidemment, puisque ce commentaire politique, il est à partir de réquisition. Donc je ne peux pas commenter. Je vais quand même poser mes questions, monsieur le ministre. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé qu'il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible. La question, là, elle n'est pas judiciaire. Combattre Marine Le Pen, est-ce que ça se fait dans les urnes ou est-ce que ça se fait ailleurs ? Oui, mais vous voyez bien qu'à partir du moment où je dis quelque chose, il y aura un commentaire qui sera fait. Je pense qu'il faut, bien évidemment, combattre les idées sur le plan politique et devant le suffrage universel. Mais une fois de plus, je ne peux pas commenter un acte de justice. Bon, je salue votre ténacité. Est-ce qu'il est simplement dans son rôle, Monsieur Migaud ? Oui, on peut considérer qu'il est dans son rôle. On peut considérer que je suis dans le mien, comme on l'est tous. Et moi, je pense qu'une interview, c'est un moment, c'est un révélateur en réalité. Et que souvent, les silences, les non-dits et les non-réponses donnent beaucoup plus d'indications que les réponses, qui sont souvent enrobées de langue de bois et d'éléments de langage. Donc moi, ce que j'aime dans ces entretiens-là, vous l'avez dit, il y a de l'intensité parce que chacun s'accroche dans le regard de l'autre, en réalité. C'est comme un laser et un scanner que vous passez, d'ailleurs, aussi bien pour le journaliste que pour le politique. C'est ce qu'il ne dit pas qui compte. C'est ce qu'il n'a pas dit là dans la première partie, qui a quand même duré 8 minutes, ce qui est assez long avec des non-réponses. Convenez que si on faisait un entretien pendant 8 minutes où personne ne répond à la question, vous commencez à trouver le temps long. Bon, moi j'étais à l'école de Gérard Carrérou et notamment et de Jean-Pierre Elkabbach. La question n'est pas tellement de la poser plusieurs fois pour montrer que vous y tenez. La question, c'est que c'est la question que tout le monde se pose ce matin. Et que le garde des Sceaux, qui l'est bien sûr, est dans son rôle, mais le responsable politique ne l'est pas. Il a un avis politique sur la question. Là, on est sorti un peu du champ judiciaire. J'étais étonnée qu'il n'y ait aucune réaction, fût-elle avec beaucoup de précautions sur ce champ-là. C'est un révélateur. Je pense que les auditeurs et les téléspectateurs jugeront cela. Alors, Philippe Bilger, et c'est vers vous que je me tourne, puisque vous êtes un ancien magistrat. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de M. Migaud ? Le tour de force du garde des Sceaux, c'est que pendant 10 minutes, il n'a répondu à rien. Et je considère qu'il aurait pu demeurer garde des Sceaux en répondant aux questions que lui posait intelligemment Sonia Mabrouk. Moi, je n'ai jamais été ministre, évidemment. On sent que Didier Migaud est très imprégné par une prudence qui s'ajoute en quelque sorte à la prudence presque structurelle d'un ministre aujourd'hui. Moi, j'aurais répondu, il y avait des choses à dire. Par exemple, sur le propos que Sonia lui rapporte, qui a été dit par le procureur, en gros, ça me ferait trop mal de demander... Alors justement, c'est le deuxième passage. On va l'écouter, je le dis pour Marine Lançon, puisque ceux qui ne sont pas au courant, hier, lors des réquisitions, Madame la procureure a, sur un prévenu... Le nommé Jalc, je crois. Exactement. Et Madame la procureure a dit « J'ai rien contre vous, mais je suis obligé de prendre la relax parce qu'autrement, ça me ferait... je ne peux pas prononcer la relax parce que ça me ferait trop mal. » Célia Barotte, qui était hier à l'audience, a confirmé ces propos. Ces propos ont bien été dits. Et vous avez interrogé, évidemment, le ministre de la Justice sur cette phrase. Écoutons. Également, sur l'un des prévenus, la procureure ou l'une des procureures a lancé au sujet d'un contrat, donc lors de ce procès, je cite, « Je n'ai aucun élément, mais je ne peux pas demander la relax, ça me fait trop mal. » Monsieur le garde des Sceaux, est-ce qu'une procureure peut dire cela ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Est-ce qu'une procureure peut dire ça ?
Je n'ai pas de commentaires à faire. Il y a des procédures qui permettent de récuser un juge, de faire appel. Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi. Donc, que Marine Le Pen est en droit de saisir. Mais le justiciable a des droits et c'est heureux. Donc elle pourrait vous saisir vous-même puisque vous êtes son supérieur hiérarchique, cette procureure. Est-ce que c'est possible, monsieur le garde des Sceaux ? Une fois de plus, les membres du parquet sont libres quant à leur expression. Mais le parquet n'est pas indépendant. Le parquet est indépendant dans ses réquisitions sur des affaires individuelles. Certes, mais quand il fait entrer un caractère personnel comme cette phrase-là, est-ce qu'il reste... Je ne peux pas, en tout cas, porter une appréciation devant vous comme ça. Ça mérite il faut être saisi, ça mérite une instruction, ça mérite des vérifications. Bon, la justice doit conserver et doit respecter un certain nombre de formes. Mais si tel était le cas, vous me confirmez qu'un procureur ne peut pas faire état quand même je n'ai rien dit de du tout, je ne veux pas commenter. Mais pourquoi tant de prudence ? Parce que si un procureur dit ça, il n'en a pas normalement la possibilité ni le droit. Sonia Mabrouk, la justice ne se fait pas sur un plateau de télévision. Bon, j'ai envie de saluer la qualité d'intervieweuse que vous êtes et le calme que vous gardez, la précision que vous avez. Et je trouve que cette interview est un modèle de journalistique, d'éthique aussi, et puis de position que vous savez garder. Et en même temps, comme vous dites, cette interview fait sens parce que ces non-réponses éclairent aussi le sujet. Alors, et surtout, la dernière réponse est tout à fait significative. Qu'est-ce qui interdit au garde des Sceaux, me semble-t-il, dans une conception de son rôle un peu plus pugnace, moins timoré, de dire si en effet elle a dit cela, ça n'est pas normal. C'est tout ce qu'il a à dire. Et pourquoi ne le dit-il pas ? Mais parce que la magistrature et le garde des Sceaux souvent confondent le respect de la magistrature avec l'obligation de dire qu'elle ne fait que du bien. Ça s'appelle le corporatisme. Oui. En gros, oui. Mais que vous récusez régulièrement. Je le récuse parce que... c'est un exemple de corporatisme. On se tient les coudes. Non, on est entre nous. Je ne crois pas, Pascal. De la part du garde des Sceaux, ça n'est peut-être pas du corporatisme, c'est une conception trop exigeante de la prudence et de l'obligation de réserve. Ça revient peut-être au même. Que les magistrats ont parfois Sonia Mabrouk dessus le pouvoir sur les responsables politiques qui sont tétanisés à l'idée même d'émettre un avis. Exactement, ça peut aussi s'entendre. Gérard Carrérou et après Olivier d'Artigol. Gérard Carrérou. Alors pour moi, cette interview, et je salue la pugnacité de Sonia, cette interview, c'est l'apogée d'un mouvement qui s'est déjà manifesté à plusieurs reprises, et j'appellerais le gouvernement des juges. C'est le gouvernement des juges. C'est-à-dire que les juges, non seulement peuvent faire ce qu'ils veulent, leurs syndicats, comme le syndicat de la magistrature, qui regroupe quand même 30 ou 32% des élus dans la magistrature, ils sont couverts. Le corporatisme joue, le corporatisme et la politique. Parce que là, nous avons un mélange de corporatisme et d'idéologie. Monsieur Migaud, je comprends pourquoi il a été choisi par le président de la République dans ce gouvernement d'union fragmentaire de la nation. Il a été choisi parce qu'on attendait ça de lui. De la même manière que certains autres, comme... Il est modéré, monsieur Migaud, si vous me permettez. Écoutez, vraiment, je ne l'ai pas trouvé modéré. Il avait trouvé le ton juste. Oui, moi je l'ai trouvé consternant. Je vais vous dire pourquoi je l'ai trouvé consternant. Parce qu'il donne le saut. Déjà, il est venu sur le plateau de CNews, alors son ancien... très bien pour ça. Son ancien ne venait même pas. Donc je veux quand même saluer chez monsieur Migaud. D'abord, je pense qu'il a fait une très bonne interview, pour tout vous dire. Oui. Il a été droit dans ses bottes. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert. On voit que c'est quand même un homme... C'était sa meilleure interview depuis qu'il est ministre. Mais parce que... Pourquoi ? Parce que, voilà, les questions aussi sont très pertinentes. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a quand même découvert un homme qui est à niveau. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est un homme qui est à niveau, qui est manifestement intelligent, qui a une culture judiciaire évidemment importante. Et je l'ai trouvé, de ce point de vue-là, intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Non, je voudrais finir oui. Ma petite démonstration très courte. Pourquoi je trouve consternante cette interview ?
Pourquoi ? Parce qu'on vient de vivre un événement planétaire qui était l'élection de Donald Trump. Et Donald Trump, regardez ce qu'a fait Donald Trump et comment se comporte la justice américaine. Et ce qu'a fait Marine Le Pen et comment se comporte, on peut le prévoir, la justice française dans l'affaire de Marine Le Pen. Justice américaine, il a comme on dit vulgairement, il a beaucoup de casseroles aux fesses, monsieur Trump. Mais la justice américaine, elle a présidé à quel principe ? Elle a dit les électeurs trancheront. Et les électeurs ont tranché. Oui, en France, on n'a pas encore tranché, mais on voit bien vers quel pan la justice penche. Deux dimensions. Sonia Mabrouk. Vous avez raison, Gérard. Je crois quand même à la politique des petits pas. Oui. C'est-à-dire, c'est quand même un ministre qui fait bouger quelques lignes. Oui. Il y a une grande partie, l'autre partie de l'entretien où vraiment il se montre. Il y a une fermeté, il y a une autorité. Je rappelle que le dernier entretien, c'était sur Europe 1, avant que nous soyons couplés, en tout cas pour la grande interview avec CNews, c'était le ministre Dupond-Moretti qui avait dit à ce moment-là le fameux sentiment d'insécurité. Nous étions sortis de ce studio avec vraiment des mots et des échanges pas très aimable, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, je salue le fair-play du ministre devenu. Il a répondu. Après, chacun juge. Et il a apporté quand même des réponses sur l'essentiel. Je suis d'accord avec vous. Nous avions été assez sévères, moi le premier, sur le positionnement politique de M. Migaud. Rarement. J'ai trouvé notamment que dans la dernière partie de l'interview, il fait preuve de fermeté sur les narcotrafiquants, sur l'immigration illégale. Et il met un rapport entre l'immigration et la délinquance et la violence. Mais Olivier D'Artigol. D'abord, c'est un moment de télé et seule l'interview politique, au final, permet ces moments, y compris dans leur silence. Et ça, c'était vraiment palpable. Après, je vous trouve quand même bien sévère vis-à-vis des juges. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réquisitions ne vont pas au maximum de ce qui aurait été possible en termes de peine. Et le juge rappelle la loi. Il faut donc vous tourner plutôt vers le législateur. C'est la loi Sapin 2, on en parlera certainement. Il y a un problème, oui, sur le côté exécutoire. Évidemment. Mais il faut savoir que le RN a arrêté ce système-là dans des proportions, une ampleur totalement inédite, qu'au moment où l'enquête judiciaire a été ouverte. Mais tout de même... mais tout ça, je suis en désaccord avec votre édito. En désaccord avec votre édito. Mais vous avez, je ne sais pas en quoi vous êtes en désaccord, puisque... Mais tout simplement parce que... Qu'est-ce que j'ai dit dans mon édito ? Mais vous n'évoquez absolument pas la nature des faits reprochés. Mais c'est quoi la nature ? C'est quoi la nature ? Ou quoi, non, 4 millions de... Le Parlement européen, c'est la vache à lait du Rassemblement national en termes de financement. Mais vous vous rendez compte dans la durée, l'ampleur, les sommes évoquées ? Pardonnez-moi, Olivier. Mais non, c'est la vérité. Mais non. Ça, c'est l'argument. Je dis n'importe quoi. Je dis les faits. Mais non. Je dis les faits. Mais non. Alors, contredisez-moi sur les faits. Comment vous allez, le chauffeur, par exemple, de Marine Le Pen, qui a été entendu. Une directrice de cabinet de Marine Le Pen. Non, je elle termine. est assistante Attendez, parlementaire. je termine. Le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, il est assistant parlementaire. Je connais la rhétorique des gens de gauche. Quand on leur apporte un argument, vous ne me laissez même pas terminer. Le chauffeur de Marine Le Pen, qui se retrouve à Bruxelles, quand il travaille à Bruxelles, quand il est à Paris, il travaille pour qui ? Il est assistant parlementaire. Ben oui. Alors pour le coup, votre argument... évidemment qu'il n'est pas assistant parlementaire. Là, vous creusez le trou. Mais pourquoi ? Mais parce qu'un c'est pas un travail. Vous savez ce que c'est un assistant parlementaire ? C'est assez large justement la définition. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais vous n'êtes pas d'accord. Absolument parce que vous avez déjà un assistant parlementaire. Mais Pascal, on peut tout à fait admettre ce que dit Olivier. Oui, mais enfin c'est une affaire de... Non, mais sur la gravité des infractions... C'est une affaire de cul, vous allez dire. C'est une affaire de corps. Non, pas vous dire autre chose. Je vous connais bien, Pascal. C'est une affaire de corps. Il y a des choses beaucoup plus importantes en France. Quand je vois... Et après, vous demandez l'exemplarité. Et après, vous demandez l'exemplarité du personnel politique. Arrêtez de parler comme ça. Quand je vois que celui qui a tué le fils de Yannick Aleno comparaît libre devant un tribunal. Mais c'est un peu la même chose. Pardonnez-moi. Mais non, Pascal. C'est un peu la même chose. Parce que je pense qu'il y a une hiérarchie, en fait. Il y a une hiérarchie, me semble-t-il. Mais Pascal, on peut considérer que les infractions sont graves. Vous trouvez que c'est grave ? Mais je trouve non, mais sérieusement. que c'est un système qui a été mis en place. Apparemment,
apparemment, c'est grave. Ça n'est pas rien. En effet. Mais il a commencé en 2004. Ce qui me scandalise, c'est l'exécution provisoire. Parce que une réquisition aurait pu mettre ensemble la gravité judiciaire et le bon sens politique. Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais que d'interdire, d'empêcher la principale prétendante accusée de ça, c'est vraiment un déni c'est ça, ce matin, le plus probable, c'est que Marine Le Pen, favorite pour l'Élysée en 2027, ne soit pas candidate dans un peu plus de 2 ans. C'est ça le plus probable. C'est donc le côté exécutoire, c'est tout. Oui, mais c'est l'objet de l'opération. Et c'est totalement inédit. Parce qu'on fait le parallèle avec François Fillon. Il y avait un bulletin François Fillon. Les Français ont pu mettre le bulletin Fillon dans l'urne. Ils ne pourraient pas mettre celui de Le Pen dans l'urne. Le syndicat de la magistrature, il a dit un mot. Parce que moi, je vous assure, je veux bien que la justice soit indépendante. J'ai pas de souci avec ça, la justice. Je veux bien le rappeler. Avant les élections législatives, le syndicat de la magistrature appelle à ne pas voter pour le Rassemblement national. Mais en revanche, le syndicat de la magistrature n'appelle pas à ne pas voter pour la France insoumise. Non, ils sont alignés sur la France insoumise. Donc il ne faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles. Et on sait à coup sûr que ces juges-là sont au syndicat de la magistrature. Donc systématiquement qu'il y aura une décision qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez, c'est le syndicat de la magistrature. Mais vous avez dit d'ailleurs que Marine Le Pen allait aller en prison. Elle ne va pas en prison. Hein. Non. Il y a aménagement de peine. Oui, aménagement de peine, vous n'en savez rien. Aménagement de peine, vous pouvez y aller un peu. C'est la réquisition. Oui, elle n'ira pas, je ne crois pas, Pascal. Non, mais elle est condamnée à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis et 2 ans avec aménagement de peine. Mais aménagement de peine, ça peut être rentrer en prison le matin et sortir le soir. Je suis désolé. C'est une prison démocratique. Je suis désolé de vous le dire. L'inéligibilité, c'est la prison démocratique. Avec ça. Gauthier Lebray. Et surtout, Gauthier Lebray. Si c'est exécuté tout de suite, elle peut perdre à la fois son poste de députée et donc de présidente de groupe. Il y a une jurisprudence de 2021 sur le sénateur Guérini qui avait saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait dit vous pouvez siéger tant que l'appel n'a pas eu lieu alors qu'il y avait exécution provisoire. Mais c'est une jurisprudence, donc c'est toujours pareil, c'est pas toujours appliqué. Donc Marine Le Pen, en février prochain, elle peut ne plus être candidate à la présidentielle, elle peut ne plus être députée et elle peut ne plus être présidente de groupe. Donc la fin de sa carrière politique, c'est ça qui se joue. Et au même moment hier, parce que tout fait sens, comme vous dites Pascal, Jordan Bardella était en train de dédicacer des livres à Bruxelles. Voilà. Au même moment hier. Mais le calendrier a été calé comme ça. Pascal, vous aviez commencé une phrase. Mais le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature. Propos mesurés. Attendez, est-ce qu'on peut préciser qu'on aurait dit la même chose, vraiment la même chose pour Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr. Il faut que les Français, par les urnes, décident de leur destin. Mais bien sûr. Mais vous avez. Mais surtout qu'on avait la possibilité là de tenir compte à la fois de la gravité judiciaire et du bon sens. Le tribunal peut encore le faire. Moi, j'ai le syndicat de la magistrature a appelé ses adhérents à participer au mouvement contre l'extrême droite à la suite des élections européennes où le Rassemblement national est arrivé en tête. Je ne l'invente pas. Ah oui, non, 35% des magistrats. Je ne l'invite pas. Il a appelé le 11 juin l'ensemble des magistrats et magistrats ainsi que toutes celles et tous ceux qui participent à l'activité judiciaire à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Sous-entendu le Rassemblement national. Je ne l'invente pas. Donc, effectivement, quand tu es un leader d'extrême droite et que tu es sous les fourches codines de la justice, que tu passes sous les fourches codines de la justice, tu peux te dire, je ne sais pas comment je serai jugé. Ça me paraît effectivement possible. Elle aurait pu décider, en accédant au pouvoir du Rassemblement national, de dire on arrête ça. Elle aurait pu décider. On est ce que l'on fait. Mais en fait, je vais vous dire, moi je vous aime beaucoup, Olivier, mais dans la société dans laquelle vous êtes, je termine à Vladivostok, hein. Non, j'interviendrai pour vous. Non, je vous assure, parce que être à ce point-là, et on voit bien que finalement, vous avez cette culture d'interdire aux gens de parler. C'est ce que vous nous dites simplement ce matin. eu la culture d'interdire les gens de parler. Oui, d'interdire les gens de parler. Vous voulez interdire Madame Le Pen de parler? Je ne peux pas vous dire autre chose. Non, je suis contre le côté On est avec Thomas Hill.